Je souhaite la bienvenue à tous les participants et je les remercie de s'être joints à nous pour notre staff en mode distanciel. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui concerne l'infertilité masculine. Et à cet effet, je remercie notre ami le docteur Amin Boukr qui va, à partir de cas cliniques, nous présenter les dernières recommandations qui ont été émises dernièrement par les sociétés d'urologie et de médecine de la reproduction, les sociétés américaines, pour le diagnostic et le traitement de l'infertilité masculine. J'aurai le plaisir de modérer ce webinaire avec le docteur Mohamed Khrouf et Hanan Loumi. Je remercie aussi les laboratoires Ferring d'avoir sponsorisé cette session et je demande à notre charmante ML, la chargée de communication de Fertilia, qui veille de manière magistrale à la bonne organisation et le bon déroulement de ce webinaire, à lancer la vidéo des laboratoires Ferring. À toi, Amel. Developing medicines for urological conditions and helping children live a more normal life. Medicines that give couples the opportunity to have a child, with products used from conception to birth of a baby. Developing medicines for knee problems that can facilitate a more active lifestyle. Medicines that combat inflammatory bowel diseases and help the patient enjoy the freedom of life. Medicines that help children with growth disorders and options that assist children in overcoming anxiety about administration of their medicine. It is about being committed to research and development at every stage to create medicines that work on the body's own terms, and about being committed to science and to developing innovative formulations and delivery systems that help patients to live their lives on their own terms. This is what we do and what we have done for more than 60 years because we believe in the power of people and research.
go where ideas take us. And we invest in the necessary facilities and equipment to produce the medicines we discover, making a difference to people's health and quality of life, today and tomorrow, because people come first. Bien. Donc, sans tarder, je donne la parole à Dr Amin. À toi, Amin. Tu peux commencer. Bien, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le staff de Fertilia de m'avoir invité pour partager avec vous ces moments andrologiques. Et comme vous le voyez au centre de l'affiche, il va être question de discuter des guidelines de la SRM. Alors, il y en a 52, il y a 52 points, on ne pourra pas tout faire, mais je vais essayer de présenter quelques cas cliniques amusants ou intéressants et ne pas faire trop long pour ce premier stade ramadanesque. Tout d'abord, avant de commencer, un petit point d'histoire. Lorsqu'en 2010, l'OMS veut refaire les normes du spermogramme, on fait appel, c'est la flèche en bas en rouge, à 4500 hommes. Leur partenaire est enceinte au bout d'1 an de rapport sans protéger, donc ils sont déclarés fertiles. Et ces 4500 hommes, on leur demande alors un seul spermogramme, ce qui n'est pas beaucoup parce que ça ne tient pas compte des variations individuelles. Et surtout, ces 4500 hommes, on va les piocher dans 14 pays seulement qui appartiennent à 4 continents. Alors, quel est le continent qui n'est pas représenté? Je vous le donne en mille, c'est l'Afrique. Autrement dit, nous, on nous demande de suivre des recommandations internationales, ce que nous faisons bien sûr avec plaisir, mais il faut savoir que nos patients ont peut-être quelque chance de ne pas pouvoir y adhérer complètement, puisque aucun Africain ne fait partie de cette étude. Et voilà pourquoi, dans la médecine basée sur l'épreuve, je pense qu'il y a une petite place pour la dernière ligne tout en bas, qui est l'opinion d'experts. Nous sommes un peu experts aussi de notre PMA qui correspond aux guidelines, mais que nous devons adapter un peu à notre condition, notamment socio-économiques. Alors, je voudrais présenter un certain nombre de cas sur le thème de ce que le patient ne nous dit pas. Alors, cas clinique numéro 1. Voilà un homme de 27 ans, épouse 25 ans sans antécédents, infertilité primaire de 4 ans. Alors, examen clinique normal, spermogramme normal, bilan hormonal normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils attendent depuis 4 ans, donc la logique voudrait qu'on les envoie vers une insémination peut-être, ou si on veut avoir une façon un peu plus moderne de gérer cela. Et ça fait partie, vous le voyez, tout ce qui est en vert, ça fait partie des guidelines de la SRM. On peut demander une étude de la fragmentation, car nous savons que le spermogramme est un mauvais reflet de la fécondité de l'homme, et on a tendance à demander des frags, surtout lorsqu'il y a un mauvais spermogramme, mais il ne faut pas oublier que quand il y a un spermogramme normal, il y a également une indication à le faire. Et pourtant, il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire, en fait, c'est de demander s'il y a une dysfonction sexuelle au sein de ce couple. Et ça, vous voyez, ça fait partie des recommandations de la SRM. Alors, je présente ce cas qui est un vrai cas parce qu'il y a assez longtemps, je me suis fait piéger, donc maintenant je suis vacciné. Et en fait, il faut demander s'il y a une dysfonction érectile, une dysfonction éjaculatoire, un trouble du désir ou s'enquérir d'une orientation sexuelle différente. Et dans ce couple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vie sexuelle? Eh bien, parce que l'homme présente, vous le voyez, une courbure congénitale de verge. Alors, il ne faut pas être obligatoirement urologue pour voir qu'il y a un problème. On peut comparer à sa propre anatomie. Je vous rappelle que c'est un cliché en érection. Et donc, vous voyez que cet angle empêche toute intromission. Et le traitement de cette anomalie, c'est la chirurgie. Donc, il s'agit de mettre à nu les corps caverneux, non sans avoir mis sur l'axe le pédicule vasculo-nerveux et faire des plicatures pour rétablir l'axe de la verge. Et vous voyez ici, contrôle qualité, il reste peut-être quelques petits degrés à rectifier, mais en gros, on s'arrête lorsqu'on pense qu'il y a, au plan esthétique et fonctionnel, un bon résultat. Et vous êtes d'accord avec moi que ce serait un peu bête d'envoyer ce couple d'emblée en ICSI alors qu'il y a un problème sexuel, et je suis persuadé qu'ils le font concevoir normalement. Je vous rappelle qu'elle a 25 ans et lui 27 ans et un spermogramme normal.
Deuxième cas, toujours pour les petites pièges cliniques, homme de 28 ans, épouse de 25 ans, sans antécédents, ils sont mariés depuis 4 ans, 2 ans d'infertilité primaire. Alors lui, c'est un grand sportif, pas d'antécédents, il ne fume pas, l'examen clinique est normal, mais il a un volume testiculaire qui est de 8 millilitres, autrement dit la moitié de la normale. Et pendant ces 2 années d'infertilité, il a fait 3 spermogrammes et il est azoosperme. FSH 5,7 et la testo est à 7,55. Alors, comment gérer cette affaire? Eh bien, on sait que la petite taille testiculaire ne s'accompagne pas obligatoirement d'une baisse de la testo, mais tout de même, ici, la testo est un peu haute et donc elle doit nous faire discuter une prise exogène d'androgène. Alors, je ne pouvais pas naturellement prendre en photo mon patient, mais j'ai pris une image Internet et c'est à peu près ce profil-là. Donc, vous voyez, pas un gramme de graisse, régime hyperprotidique, sac de sport, complément alimentaire et effectivement, il prenait de la testo exogène. Je rappelle que quand la testo augmente, bien sûr, il va s'installer un feedback négatif avec une FSH et une LH qui vont tomber à zéro. Et quand la FSH s'annule, eh bien, la spermatogénèse s'arrête. Et ça, c'est une recommandation. Vous le voyez, c'est le point 40 de la SRM. Et il faut vraiment être vigilant face à ce problème-là parce que si on n'y fait pas attention et qu'on envoie le patient en biopsie, eh bien, le pire, c'est que la biopsie serait négative parce que la FSH s'est annulée. La biopsie serait négative, on dira à ce jeune homme, bon, ben, maintenant, soit c'est Eugène, si je puis dire, soit c'est adoption. Alors qu'en fait, il suffisait d'arrêter la prise d'androgène et quelques mois plus tard, eh bien, la spermatogénèse allait revenir à la normale. Alors, la SRM est très vigilante sur ce qu'ils appellent lifestyle, avec donc tout un interrogatoire très policier sur la prise de médicaments, de tabac, d'alcool, de drogue. Et les médicaments sont eux aussi une drogue, et la pire, c'est la chimiothérapie. Alors là, on pense aussi que les patients vont toujours nous dire qu'ils ont fait une chimio. Eh bien, pas du tout. J'ai le souvenir d'un patient de 40 ans à qui j'avais posé cette question et il m'a dit je n'ai aucun antécédent. En fait, il a fait un lympho-non-Hodgkinien à l'âge de 17 ans et dont il est guéri. Et donc, pour lui, 23 ans plus tard, eh bien, tout ça, c'est parti aux oubliettes. C'est très important de retrouver cet élément à l'interrogatoire parce qu'on a tendance à récuser tous ces patients qui ont eu une chimiothérapie pour une PMA, alors qu'en fait, il faut demander, d'une part, quel a été le protocole de cette chimio. Toutes les chimios ne sont pas autant altérantes de la fonction spermatique. Il faut demander également s'il y a eu une radiothérapie. Alors, il y a 3 points importants de la SRM que je vous résume à gauche en bleu. Donc, bien sûr, il faut agir en amont, avoir fait une congélation de sperme pré-thérapeutique. Alors, ce qu'il propose, c'est pas de grossesse jusqu'à 1 an après la fin du traitement, pas de spermogramme avant 1 ou 2 ans, car il y a une possibilité de récupération spontanée, et il faut attendre parce qu'on peut espérer une disparition de l'effet délétère sur le DNA. Et puisque nous avons une biologiste parmi nos panélistes, certains préfèrent justement travailler sur du sperme pré-thérapeutique. L'idée, c'est que quand on va congeler, ça va altérer, comme on le sait, la congélation altère un peu la spermatogénèse, mais quand on va décongeler, on va sélectionner les spermatozoïdes les plus compétitifs et peut-être qu'ils seraient meilleurs que les spermatozoïdes éjaculés post-thérapeutiques. Et je donne un exemple ici avec ce qui se passe si la zoospermie est confirmée au bout de 2 ans. Ça, c'est la recommandation 52. Ces patients sont éligibles pour une thésée. Et donc, je donne l'exemple de ce patient. Vous voyez la fiche de biologie à droite. Il a eu une tumeur du rectum opérée en 2011 avec une chimiothérapie. Et la biopsie a permis tout en bas de retrouver 7 paillettes. Et donc, ce couple a toutes les chances d'avoir une grossesse qui va évoluer favorablement. Voilà, peut-être une petite pause. Et est-ce qu'il peut y avoir peut-être des questions déjà? Allez, on lance le débat. Est-ce que tu as suggéré que face à un spermogramme normal et une infertilité qui est a priori inexpliquée, les nouvelles recommandations recommandent de réaliser une fragmentation de l'ADN? Ce n'est pas, j'en ai parlé parce que ça ne fait pas partie des différents points, mais quand on entre dans le détail de l'article qu'ils proposent, oui, ils disent que bien sûr, le spermogramme n'est pas un élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfait pour la fécondance du sperme. Et donc, si on n'a aucune, surtout chez les couples jeunes où on peut avoir le temps de finasser un peu,
Si on n'a aucune cause évidente, on peut demander une frappe pour savoir, s'il y a. Je n'ai pas développé davantage ce point-là, puisque Walid va en parler lors de la réunion, d'une réunion ultérieure. Oui, mais donc tu veux dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à le mettre clairement dans les points résumés des recommandations. Voilà, c'est une suggestion, mais c'est pas encore. Ça fait partie des points qui peuvent se discuter. Oui, tout en sachant que, bien entendu, quand il s'agit d'une infertilité inexpliquée, là. Oui, oui. Bon. Et alors, deuxième point, donc on retient que une azospermie post-chimiothérapie, je pense que c'est un message très fort. Ce n'est pas irréversible. D'abord, ce n'est pas irréversible. Et deuxièmement, la biopsie retrouve dans une bonne proportion de cas des spermatozoïdes. Donc, il ne faut pas dire c'est définitif et c'est fini. Et je dirais même peut-être un appel pour rappeler les hommes qui ont eu une chimiothérapie et à qui peut-être on a dit un peu trop rapidement c'est fini pour vous, vous n'avez pas congelé avant. On a des questions, Sikhad. Alors, il y a une question de Skander Zweri qui dit test de fragmentation ADN, surtout en cas de fausse couche chez la femme. Oui? Qu'est-ce que tu penses? Je ne vais pas développer ce point parce que c'est un peu hors sujet par rapport à ce que je traitais. Voilà, mais de toute façon, on va traiter ça la prochaine fois, mais oui. Déjà dire oui, hein? Oui. Bien sûr, on peut dire oui. Oui, tout à fait. Je n'ai pas voulu couper l'herbe sous le pied de notre collègue Walid Qarni, mais pour revenir à la chimio, Mohamed, c'est important d'avoir le protocole parce que les agents alkylants sont les plus toxiques pour la spermatogénèse. L'exemple, c'est le MOP qu'on donne pour les lymphomes hodgkiniens et non-hodgkiniens. Paradoxalement, les gens qui ont un cancer du testicule, ils ont eu une orchidectomie, ils peuvent avoir une chimio post-op qui est le BEP, et le BEP n'est pas très toxique. Donc, c'est agréable parce que comme on a perdu un testicule déjà, si en plus on se tape une chimio toxique, c'est moins sympathique pour le patient. Mais en gros, la chimio, ce n'est pas du tout un cas à récuser. Ouais. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Amine, pour les cancers de testicules, on donne souvent, puisqu'on fait souvent une orchidectomie, donc on donne souvent une chimiothérapie qui n'est pas très agressive et souvent on trouve une spermatogénèse active après un cancer de testicule. Hein. Tout à fait. On a une autre question. Il y a une autre question de Rachid. Quel traitement donner pour relancer la spermatogénèse dans le cas d'azospermie? Alors, je vais répondre partiellement tout à l'heure à cette question, donc j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. J'en parlerai tout à l'heure. Et moi, je ne me demande plus tellement l'inhibine B, mais chez les patients chez lesquels on a eu une chimio et on pense qu'il y a eu une grosse lésion au niveau des cellules germinales, habituellement l'inhibine B est au plus bas. Et comme on a, comme vous l'avez vu, 1 an ou 2 ans d'attente, c'est une des situations où on peut, en dosant l'inhibine B régulièrement, voir s'il y a un redépart, si vous voulez, de la spermatogénèse, parce que quand la spermatogénèse, bien sûr, quand les cellules germinales deviennent actives, l'inhibine B remonte. Et donc, ça nous donne une idée de savoir si on peut avancer ou pas en fonction, par exemple, de l'âge de la femme, ce qui est avancé. Dans la section conversation, mais pas il y a Madame Rahma Ghalamoun qui donne une remarque ou deux sur les effets environnementaux tels que les métaux lourds sur la spermatogénèse. Concrètement, traduire en question posable à un patient, parce que si on lui pose est-ce que vous êtes exposé aux métaux lourds, mais quelles sont les situations ou à la limite les professions où on peut être exposé à ce genre de choses? Il faut demander la profession des patients, en principe, s'ils travaillent dans des industries de pesticides, de colorants, de choses comme ça. Mais en fait, j'ai été un peu surpris en lisant ces recommandations. On sait que c'est toxique, mais pour l'instant, ce n'est pas encore très bien évalué. Donc, même si le patient est dans ce cas, on ne peut pas très bien donner la part de chaque étiologie. C'est vraiment tellement multifactoriel que voilà. Mais l'intérêt de poser la question, c'est que si on doit soigner effectivement un trouble de la spermatogénèse, il faut évidemment soigner tout ce qui peut être soignable. Autrement dit, l'arrêt des expositions toxiques, la perte de poids, bien sûr l'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool, l'arrêt du cannabis. Je m'aperçois que c'est de plus en plus fréquent, donc il faut poser la question, les patients ne le disent pas eux-mêmes. Et puis, il faut également insister sur le fait que les patients doivent avoir une sexualité et des éjaculations
régulière parce que l'abstinence augmente les ROS, bien sûr. Oui, Elle ça, du coup, rajoute, c'est une donnée un peu paradoxale parce que les patients ont surtout tendance, quand ils veulent procréer, à s'abstenir longtemps et à venir au moment de l'ovulation à vouloir procréer, alors qu'on sait, surtout avec la fragmentation de l'ADN, que la diminution de l'abstinence au maximum est beaucoup plus efficace. Je pense que c'est un message important à donner aux patients. Tout à fait. absolument. Alors, elle rajoute, Rahma, elle rajoute qu'en cas d'azospermie, il faut demander la recherche de microdélétion du chromosome Y. Oui, bien sûr, en cas d'azospermie, il faut demander un bilan génétique, un karyotype et recherche de microdélétion du chromosome Y. Ça fait partie de l'exploration de base de l'azospermie, oui. C'est Khal, donc on a encore une question par rapport à l'activité physique intense au-delà de la prise de testostérone et spermogramme. Oui. Que Émine, penses-tu, Amine? parce qu'on sait que chez la femme, par exemple, l'activité sportive intense et la perte de la masse adipeuse peut s'accompagner, par exemple, d'une aménorrhée. Alors, est-ce que chez l'homme, c'est rapporté au-delà de la prise de testostérone ou non? Non, j'ai Non. bien lu tous les points de recommandation, non. D'accord. Alors, il y a un spectateur, il y a un participant anonyme là qui dit qu'en Afrique, on est vraiment largué avec les normes de l'OMS. Une attitude à adopter, c'est d'améliorer toujours le nombre et la mobilité en donnant des conseils d'hygiène de vie. Voilà, c'est ce que je viens de dire, tout à fait. Et Serge Catendé qui pose une question sur la varicocèle et l'azospermie, mais je pense que peut-être tu vas en parler après ou pas. Après, je sais oui. pas. Alors, je ne vais pas parler de varicocèle parce que j'ai appris récemment que nous étions 3 urologues à avoir le plaisir d'être invités par la STGO lors de votre réunion du 6 Oui. juin. Donc, je fais un peu de pub pour la STGO et c'est moi justement qui parlerai des varicocèles. Donc, pour ne pas m'auto-couper l'herbe sous le pied, j'ai évité cette thématique aujourd'hui pour essayer de mieux en parler la fois prochaine. Donc, rendez-vous le 6 juin. D'accord. Alors, il y a aussi le rôle du café, du tabac à chiquer. Bon. Oui, j'ai été un peu déçu de ça parce que moi, je lutte vraiment beaucoup contre la consommation tabagique. Et je sais que beaucoup de mes collègues en France, par exemple, surtout lorsqu'ils font de la stimulation et qu'ils se donnent 3 à 6 mois, demandent aux patients absolument d'arrêter de fumer avant la biopsie. Donc, Et le café? Le café, non, il n'y a pas de chose évidente. Hanen, tu voulais intervenir? Alors, concernant la congélation de sperme avant chimiothérapie, après la guérison, même si on trouve une spermatogénèse conservée après quelques années, on préfère sincèrement utiliser du sperme congelé avant la chimio. Ça donne de meilleurs résultats. Parce que il y a bien sûr l'effet de mutagénèse sur les cellules germinales au cours de la chimio, avec une toxicité bien sûr qui dépend du protocole, mais on préfère utiliser du sperme avant la chimiothérapie, si on a des paillettes. Hein. Voilà. C'est le point que j'ai soulevé tout à l'heure, exactement. Très bien. Alors voilà, maintenant quelques cas cliniques sur la thématique. Donc, ce que le patient ne nous montre pas. Je veux dire par là qu'il y a des choses que l'urologue, lors de son examen, doit retrouver. Et là, vous voyez que c'est un point important, c'est le point numéro 3. Complete History and Physical Examination, c'est très important. Et il y aurait beaucoup de points, évidemment, mais je vais faire le focus sur 3 points. C'est vraiment un monstre tricéphale auprès duquel il ne faut pas, à côté duquel il ne faut pas passer. Cryptorchidie, hypospadias, déférent. Et je commence par la cryptorchidie. Alors voilà un patient. Donc je l'examine, nous sommes en consultation. Je lui demande s'il a des antécédents. Il me dit non. Je lui demande, parce que maintenant je pose de façon précise la question, est-ce que vous avez eu un abaissement testiculaire? Et il me dit non. Et lorsque je l'examine, vous pouvez voir qu'ici, il y a une cicatrice inguinale. Alors, le patient est allé redemander de retour chez lui à ses parents et effectivement, il apprend qu'à l'âge de 3 ans, il a eu un abaissement testiculaire. Il ne le savait pas. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons et je développe au moins 2 points. D'une part, vous savez que dans les NOAA,
biopsie testiculaire est positive en gros dans 50-55%. Ici, dans la littérature, mais j'avais ressorti mes cas sur une dizaine d'années à propos de 55 cas seulement, vous me direz, mais lorsque l'abaissement a été précoce et unilatéral, l'ABT monte à 78% de positivité. Et donc, c'est à prendre en compte. Si par exemple la partenaire de ce patient a 42 ou 43 ans, on n'a pas envie tellement de perdre de temps pour sa réserve ovarienne et on peut y aller peut-être en synchrone cette fois-ci avec l'idée que quand même presque 4 fois sur 5, la biopsie sera positive. Donc, si on n'avait pas cet antécédent de cryptorchidie, peut-être qu'on aurait été un peu frileux et on serait peut-être parti en asynchrone. D'autre part, ces patients dont on sait qu'ils sont cryptorchides ont, vous le savez, un risque de cancérisation. Et par conséquent, lors de la biopsie, il faut demander une anapathe pour vérifier qu'il n'y ait pas un carcinome in situ. Et surtout, il faut demander une écho pré-op parce que ces patients, plus que les autres, font des tumeurs. Alors, ces tumeurs, ce sont des incidentalomes. Vous voyez ici à gauche deux tumeurs infracliniques, donc ce n'est pas palpable. Et l'avantage de ces tumeurs, c'est qu'elles sont souvent, à peu près dans 80% des cas, bénignes. Donc, le traitement, c'est tumorectomie. Vous voyez qu'ici, j'ai enlevé les deux tumeurs. J'envoie en extempo d'anapathe et ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'oncothésée, c'est-à-dire qu'à distance du lit tumoral, on va essayer de repérer ces tubes séminifères dilatés que vous voyez ici à droite et on les envoie en biologie pour savoir s'ils contiennent des spermatozoïdes et si c'est suffisant au point de vue de la congélation. Le temps que cet extempo arrive, en général, l'extempo anapathe est arrivé et donc on va, en fonction du résultat, si c'est bénin, on va refermer comme vous le voyez à gauche ici et on n'aura fait que 2 tumorectomies. Et l'avantage, c'est qu'on n'aura pas perdu un testicule, surtout chez un homme infertile. Et en revanche, si c'est malin, en principe, c'est un séminome, on va totaliser l'orchidectomie parce que la tumorectomie dans un séminome, ça ne suffit pas. Il reste de petites zones de carcinome in situ qui vont se réveiller secondairement et c'est la récidive assurée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, hypospadias. Lorsqu'on examine un homme, le plus souvent en consultation, il est en décubitus dorsal et la verge est rabattue sur le scrotum. Donc, il faut soulever la verge. Vous voyez ici qu'on peut se faire avoir très facilement. Il y a une petite dépression au bout du gland que l'on peut prendre pour un méa. En fait, c'est un pseudo-méa borgne et le vrai méa, il est au niveau de la base pénienne. Donc, ce patient a un méa hypospade et on voit tout de suite quelle est la cause de son infertilité. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il ne le dit pas. Donc, il faut vraiment aller chercher l'info. C'est une dysfonction éjaculatoire parce qu'il raconte qu'effectivement, après le rapport, il y a, pour ainsi dire, 90% du volume éjaculé qui ressort. Et donc, voilà une cause toute évidente d'infertilité. Mais il ne faut pas oublier que ces patients qui ont un hypospade proximal ont souvent une dysgénésie gonadique associée qui peut également expliquer, par exemple, une tératospermie. Donc, chez ce patient, par exemple, je ne vais pas tellement prescrire des antioxydants et tout parce que c'est quelque chose de génétique qui a peu de chances de disparaître. Et enfin, et on en parlait avec Mohamed Trouf il y a quelques temps, ces patients, vous voyez que le patient ici a une cicatrice médiane un peu fibreuse, blanche, ont souvent été opérés à plusieurs reprises, lui a été opéré 8 fois de son urètre. Ils ont une inflammation chronique et ils ont une leucospermie, ce qui veut dire que devant un patient qui a une leucospermie, avant d'ouvrir tout un chantier, il faut tout simplement déjà faire un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Palper les déférents, alors ça, c'est pas toujours évident, notamment si le patient ne se fait pas facilement examiner ou s'il est un peu gras. On recherche une induration qui signe un antécédent infectieux et donc éventuellement un obstacle, ou alors mieux encore, une absence de déférence, c'est-à-dire l'ABCD, agénésie bilatérale des canaux déférents. Attention, elle peut être unilatérale, mais le plus souvent, c'est bilatéral. Alors, en pratique, ça donne des testicules de grande taille, des têtes épididymères tuméfiées et un bilan hormonal normal. Devant ce tableau, il faut rechercher une agénésie des vésicules séminales et pour cela, la chose la plus simple, c'est de passer par le spermogramme. Alors, flèche verte, s'il n'y a pas de vésicule séminale, vous savez que les vésicules séminales codent pour les 2/3 de l'éjaculat, il y a une hypospermie, donc 0,6. Et flèche rouge à présent, si les vésicules séminales n'y sont pas, eh bien, il va rester essentiellement les sécrétions prostatiques qui sont très acides, et donc on va avoir un pH acide. Et vous voyez que les biologistes s'amusent toujours à nous mettre un petit un petit mot à la fin. Donc, volume très faible et pH acide sont évocateurs d'un défaut de sécrétion des vésicules séminales, et donc
il faut vraiment rechercher une agénésie. Et pour cela, on va confirmer par une écho endorectale. Et ça, c'est des gros points très précis, 13, 14 et 15 de la SRM. Si cette agénésie est présente, eh bien, le risque, c'est qu'elle s'inclue dans le cadre d'une mucoviscidose. Et par conséquent, il faut rechercher une mutation du gène CFTR. Si cette mutation est positive chez l'homme, il faut la rechercher chez la femme. Et si le couple l'a en même temps, eh bien, il faut en passer par un conseil génétique parce que nous, on veut donner un bébé au couple, mais on n'a pas envie que le bébé soit homozygote par rapport à cela. Donc, il faut en passer par un diagnostic préimplantatoire ou par un diagnostic prénatal. Ou prélever les spermatozoïdes quand on a une azoospermie obstructive. Alors, la SRM ne se mouille pas beaucoup. Ils disent quand il y a un obstacle, vous le voyez ici, on peut prendre either the testis or the epididymis, donc ou épididymère ou testiculaire. Et j'ai donné cet exemple de manière précise parce que justement là, il y a une petite, astuce, enfin une petite précision, disons. Dans les agénésies différentielles, tout le différent est absent, mais il y a comment dirais-je, un élément qui est constant, c'est la présence de la tête épididymère. Alors, vous voyez ici, dès qu'on voit ça, on pense à une ABCD tout de suite parce que la dilatation prend toute la tête épididymère et est très importante. Tout ce qu'on voit ici, qui a une couleur jaune chamois, c'est du liquide séminal qui est en stase depuis des années et des années. Et moi, je pense que ce n'est pas bon de le prélever. Et d'ailleurs, très régulièrement, quand je prélève ici, le prélèvement est tellement facile, on plante une petite aiguille et on récupère le liquide. Mais les biologistes nous disent présence de spermatozoïdes polymalformés ou alors immobiles. Et comme on travaille habituellement ici en asynchrone, donc ce que l'on va prélever ici va partir à la congélation et cela est tout à fait impropre à la congélation, ne serait-ce qu'à cause du problème de la mobilité. Et voilà pourquoi, dans ce cas, je préfère prélever dans le testicule. Et donc, je vais me porter un peu loin du pôle supérieur du testicule où on a l'artère spermatique. Donc, je vais chercher une zone avasculaire. En 1, on voit qu'il y a encore des vaisseaux sous-aile buginéaux, donc je passe à un autre endroit. Et vous voyez qu'en 2, j'identifie une belle zone avasculaire. Je vais donc faire une incision et on voit que le tube épididymère et la pulpe testiculaire qui sort présente à décrire des tubes séminifères dilatés, notamment à la partie inférieure de la pulpe. Alors là, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller planter un gros coup de ciseau en dessous de ça. Mais ça, c'est pas bon parce qu'on risque de sectionner une petite artériole en dessous de cette pulpe qui sort. Donc, moi, je préfère prendre avec une pince les tubes les plus dilatés, c'est-à-dire ceux qui sont à la partie inférieure du dessin 3. Et donc, mécaniquement, on tire et ça vient progressivement comme ça. Il y a un point de rupture entre ces tubes et le reste de la pulpe, là où les deux flèches se rejoignent. Et là, on va avoir un excellent prélèvement exsangue. Et comme ces spermatozoïdes ne sont pas lésés, puisque c'est un problème purement excrétoire, en général, ces patients ont une très bonne congélation et un très bon résultat en termes d'ICSI. Voilà donc deuxième groupe de cas cliniques. Est-ce que ça a pu vous avoir quelques questions? Je lance les débats, mais juste une remarque. Tu as dit tout à l'heure qu'on était plutôt en asynchrone alors qu'on était sur l'obstructif. Je pense que tu voulais dire synchrone. Non, je voulais dire asynchrone parce que très souvent, en fait, comme ici, comme on est très sûr du résultat, parfois les biologistes nous demandent de faire ça en synchrone, justement pour ne pas surcharger des jours où on a, par exemple, beaucoup de spermogrammes, beaucoup de… et comme le problème de l'asynchrone, c'est la mauvaise qualité de la congélation, ici, on est sûr, compte tenu que les spermatozoïdes sont très bons, de la très bonne qualité de la congélation. Donc, on peut faire les deux, bien sûr, mais je veux dire, c'est un des cas où si on travaille en asynchrone, on ne perd pas en qualité. D'accord. Et je pense que le message ici, c'est très souvent, il y a ces patients-là qui passent directement à la biopsie testiculaire sans qu'on ait un véritable diagnostic et sans aussi l'analyse génétique qui finalement est très importante parce qu'on se rend compte quand on l'a fait systématiquement dans ces cas-là qu'il y a des cas où on tombe sur la mutation chez les deux partenaires et
Et ce n'est pas quelque chose de rare dans notre région. Donc, je pense que c'est un message fort. On n'a pas le droit quand même de résoudre le problème des couples en leur rajoutant un problème par la suite. Donc, alors, je ne sais pas, par contre, pour Il la faut, analyse. Mohamed, pour compléter ce que tu dis, en Tunisie, nous avons une région géographique où cette pathologie est fréquente, c'est le Sahel. C'est du côté de, je ne sais pas, Amine, si tu as cette notion ou pas. Non, je n'ai pas cette notion, Khaled, non. Et puis, je te remercie pour la précision, pour la qualité des spermatozoïdes, pour le recueil et la qualité, en fonction de la qualité des spermatozoïdes. C'est effectivement quelque chose que tout le monde ne connaît pas et je te remercie de l'avoir si bien éclairé. Notre ami Lamia Mnif pose la question du cas de l'absence unilatérale du déférent. Est-ce que ça existe, ça? Alors oui, ça existe et c'est vraiment un piège. Le problème, c'est que quand il y a une agénésie unilatérale du déférent, bien sûr, le patient n'est pas azoosperme puisqu'il a un testicule de l'autre côté qui fonctionne bien. Il y a une vésicule séminale, donc elle va atténuer les sécrétions acides de la prostate. Et donc, sur le plan biologique et notamment sur le plan du spermogramme, ça n'est pas du tout évident de faire le diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle, si on ne palpe pas le déférent, on risque tout à fait de passer à côté et d'avoir par la suite un problème si le couple est porteur de l'anomalie en même temps. Elle dit plutôt sur le plan clinique. Sur le plan clinique, Mohamed, dans la très grande majorité des cas, on commence à sentir un canal déférent, donc on sent le testicule, ensuite au pôle supérieur l'épididyme. Donc là, si on est du côté agénésique, la tête épididymaire va être très importante. Et ensuite, on va perdre le corps du déférent. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formes cliniques dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de formes anatomiques plutôt. Et on risque à la partie funiculaire, donc à la partie testiculaire du déférent, de palper un déférent encore de bonne taille, alors qu'en fait, il va s'estomper plus loin à un endroit où il ne sera plus palpable. Et c'est la raison pour laquelle si on a un doute, il faut avoir l'écho endorectal assez facile parce que tout ça est associé à la fin quand même à une agénésie ou à une hypoplasie de la vésicule séminale. Donc, ça rectifiera éventuellement un examen clinique un peu déficient. Donc, Madame Lamia Mnif nous dit que l'écho est obligatoire. Si on a un doute clinique, hein, parce que sinon, si on n'a pas de doute clinique, en général, on va avoir le spermogramme qui va quand même nous donner une idée. Si Khaled, on a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions, Mohamed. Je ne sais pas si tu as vu concernant la cryptorchidie. C'est Rahma Ghalamoun qui dit qu'il faut la dépister trop tôt, plus tard en milieu scolaire. Il faut la dépister trop tôt, plus tard en milieu scolaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Je pense au plus tard en milieu scolaire. Trop tôt. Je pense que c'est au plus tard. Je pense qu'elle veut dire au plus tard en milieu scolaire. Voilà. Alors, normalement, pour la cryptorchidie, l'examen initial du pédiatre à la naissance va pouvoir mettre en place, va pouvoir donner une idée de la présence du testicule ou pas. En général, lors de la première année, on n'opère pas parce qu'il y a une descente dans un certain nombre de pourcentages, une poursuite de la descente testiculaire. Il faut vraiment attendre jusqu'à l'âge de 1 an. Et à partir de 1 an, lorsque le testicule n'est pas là, c'est qu'a priori, les cryptorchides, on commence à opérer à partir de l'âge de 1 an. Moi, j'aime bien opérer à partir de l'âge de 2 ans parce que le risque, quand on opère trop tôt, c'est qu'on puisse faire une lésion iatrogène du pédicule qui est vraiment tout petit. Et donc, il faut opérer d'abord avec des lunettes loupe. Et le cut-off, c'est 4 ans. Si on opère après 4 ans, il risque d'y avoir des lésions histologiques plus ou moins définitives. Donc, le patient que je présentais là tout à l'heure, qui a été opéré à 3 ans, c'est très bien. Et donc, l'âge maximum, c'est quoi? Il n'y a pas d'âge maximum, finalement. Mais si quand on le découvre, bon, l'avoir découvert à l'examen à l'école, c'est déjà un peu tard parce que les gamins ont 7-8 ans et bon, il faut toujours le faire à ce moment-là, bien sûr, mais c'est déjà virtuellement un peu tard. Mais en tout cas, si on est à l'âge adulte et que le testicule n'est pas dans la bourse,
il faut s'acharner à le retrouver parce qu'il y a risque de cancérisation, c'est ça? Alors, voilà. Bon, ça, je ne suis pas rentré dans tous ces détails parce que ça mériterait vraiment toute une communication, mais chez l'adulte, il est fréquent encore de voir un homme de 30 ans qui a un testicule, un hémiscrotum vide. Donc, il faut vraiment vérifier ce qu'il en est. Alors, soit il existe au niveau inguinal, à ce moment-là, il faut s'acharner à le descendre, mais surtout, il ne faut pas biopsier le patient pendant l'abaissement testiculaire. Il faut faire l'abaissement testiculaire, attendre 6 mois pour éliminer l'effet de la chaleur qui existait donc, du temps que le testicule était cryptorchide et faire la biopsie 6 mois plus tard. En revanche, si on ne trouve pas à l'échographie le testicule, mieux que le scanner, il faut faire une cellio parce que le scanner peut méconnaître des petits testicules intra-abdominaux et le risque de ces patients, c'est qu'ils cancérisent un testicule intra-abdominal et là, on le sait que quand la tumeur devient grosse ou métastatique, et c'est vraiment grave. La cancérisation dans la littérature, c'est en gros jusqu'à 50 ans. Donc, ça nous permet de ne pas trop faire de cellio si le patient a déjà un certain âge. Mais chez les gens qui ont 30 ou 40 ans, en principe, il vaut mieux faire une cellule diagnostique. Il y a une autre question sur l'hypospadias et infertilité. Il faut passer par la biopsie pour éviter la leucospermie et les infections. Qu'est-ce que tu en dis? Non, parce que tous les hypospadias, tous les hypospadias n'ont pas obligatoirement un aussi lourd passé de chirurgie. Il y a des hypospadias plus modérés, mais c'est important à savoir, j'en parlerai lors de l'affaire de varicocèle, par exemple, c'est que quand quelqu'un a une cure de varicocèle, par exemple, et que par ailleurs il a un hypospadias, en gros, l'hypospadias est bas. Donc, je ne vais pas tellement aller opérer le patient parce que je pense que le gros de la tératospermie ou de l'altération du spermogramme va provenir de l'hypospadias. C'est ça, la présence de cet antécédent ou pas va me permettre de gérer l'indication concernant la varicocèle. On a encore pas de questions. Docteur Semi Berhoum, qu'on salue, donc urologue, éminent urologue à la RAPTA, nous pose la question, mais pour ce cas bien précis, où on a une leucospermie chez un hypospade multi-opéré, qu'est-ce que vous faites? Alors, lui, le fait est qu'il a un problème urinaire qui est primordial par rapport au problème d'infertilité. Donc, lui, on va essayer je lui ai dit qu'on allait essayer de l'opérer de son hypospadias parce que, comme tu as vu, il est quand même très gêné sexuellement déjà. Et il faut qu'il puisse à nouveau avoir une reconstruction urétrale de manière à pouvoir uriner et éjaculer par le bout de la verge. Et comme ce patient est très jeune, on a le temps de voir venir. Si jamais il s'améliore, c'est parfait. S'il ne s'améliore pas dans son cas, je crois qu'une biopsie testiculaire serait meilleure en termes de qualité de spermatozoïde, même s'il y a en plus un certain degré de dysgénésie gonadique. Mais disons qu'on va virer quand même tout ce qu'il y a comme inflammation sur le tractus génital et qui va nous augmenter les ROS. Il y a une question de Zohal Taïf qui dit en cas de tératospermie sévère, 0% de forme typique, vous conseillez la biopsie avec XY synchrone ou en différé si positif? Qu'est-ce que tu penses sinon, Hanan Lou, mais tu peux répondre, Hanan, à cette question. Oui, c'est Khaled. Alors, oui. Il y a d'autres questions qui demandent la même chose. Donc, concernant la globosospermie, il y a aussi quelqu'un qui pose par rapport à la macrocéphalie. La biopsie ne corrige jamais la tératospermie. Donc, la spermatogénèse finit par un processus qu'on appelle spermiogenèse, là où la forme du spermatozoïde est finale, on va dire, à part quelques anomalies qu'on retrouve en cours d'infection, telles que les flagelles enroulés ou autre sorte d'allongement de la tête s'il y a un problème de varicocèle. Sinon, pour le reste des anomalies, la globo, la macro, ça ne se corrige pas avec la biopsie. On ne va pas trouver des formes tiques, on va passer en biopsie. Voilà le message. Merci. Donc, Dr Fathi Ziwa dit qu'on est quand même très content de cette collaboration des urologues avec les FIVistes, mais qu'est-ce qu'il reste de la chirurgie épidémo-différentielle en cas d'azoospermie obstructive? Alors, je n'ai pas parlé de ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 52 points, donc on ne va pas tout faire, mais ils disent bien à la SRM qu'on donne au patient le choix
de savoir s'il doit avoir une chirurgie d'anastomose épididymodifferentielle ou d'ICSI. Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de tout un ensemble de choses. Et en revanche, là où je suis plutôt en faveur de l'intervention, c'est pas un cas qu'on a souvent en Tunisie, mais ce sont les patients qui ont eu une vasectomie. Alors, en Tunisie, en pratique, ce sont soit des étrangers, soit des patients qui ont choisi ce type de contraception parce que leur épouse ne pouvait pas avoir soit la pilule, soit un stérilet pour des questions soit de confort, soit de problèmes thromboemboliques, soit de déficit en protéine S ou de protéine C. Et par conséquent, avec la pilule, je veux dire, donc, qui pose problème. Et la chirurgie de la reprise de la vasectomie donne, elle, de très bons résultats. On est à peu près à 90% de reperméabilisation, donc ça vaut le coup. Lamine, Oui. il y a les testicules en haut et les testicules en place, mais il y a les testicules oscillants, comme pose la question Dr Enis Fadlewi et de manière plus poétique Dr Benchrifa qui parle de testicules yo-yo. Je pense que c'est la même chose. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les testicules oscillants, ce n'est pas de la cryptorchidie, donc très souvent, ça disparaît à la puberté. Donc, en pratique, quand les patients amènent leur enfant en consultation, très souvent, ils disent, nous, on n'a jamais vu le testicule gauche en place, par exemple. Là, il y a une petite astuce. Il faut essayer de faire asseoir l'enfant en tailleur parce que ça abolit le réflexe crémastérien qui est à la source, qui est à l'origine de ce côté oscillant. Quand il est assis en tailleur, le réflexe crémastérien est aboli et donc le testicule tombe au fond de la bourse et les parents sont vraiment surpris de voir cette chose-là que jamais ils n'avaient pu observer à la maison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut essayer de descendre mécaniquement en appuyant sur l'orifice inguinal le testicule et sur un testicule cryptorchide, on n'arrive jamais. Donc, et la troisième chose, c'est de faire éventuellement prendre un bain chaud à l'enfant et qui permet également parfois de faire retomber le testicule et dès lors qu'il est dans la bourse, ça signe le diagnostic. En général, il ne faut pas les opérer. Moi, je les opère uniquement si à l'âge de 13 ou 14 ans, l'anomalie persiste parce que je crains toujours qu'il y ait une surchauffe, si je puis dire, du testicule s'il reste assez longtemps dans sa partie haute, mais surtout, ça peut donner des phénomènes douloureux à l'enfant et donc il vaut mieux opérer. Alors là, il ne s'agit pas de le fixer parce que le problème, ce n'est pas un problème de migration, il s'agit de sectionner le crémastère pour abolir le réflexe crémastérien, le testicule tombe et là, on peut éventuellement le fixer, mais ce n'est pas la même chirurgie et ce n'est pas la même pathologie. Ce testicule-là est normal. On poursuit? Donc, on poursuit, on passe à troisième jet de cas clinique. Troisième et dernier jet de cas clinique en cette période postprandiale. Alors, il y a tellement de sujets, encore une fois, il y a 52 points. J'ai choisi ce sujet-ci, azoospermie et petits testicules, parce que souvent, ce sont des patients qui sont contre-indiqués pour une PMA. Or, nous le savons, la petite taille testiculaire n'est pas prédictive de l'absence de spermatozoïdes. Ça, c'est vraiment important, sauf dans ce qu'on appelle vraiment les testicules pois chiches, où vraiment, quand on ouvre le testicule, il n'y a pas de pulpe. Donc, change des testicules yo-yo, hein. Oui. Et alors, il y a beaucoup de situations où on a des petits testicules. Il y a les cryptorchides abaissés tardivement. Il y a l'orchide tourlienne qui est pas très fréquente, mais tout de même. Et j'ai choisi, moi, deux autres étiologies. Alors, la première, c'est donc un homme de 23 ans, non marié. Il consulte pour une dysfonction érectile. Il a une atrophie testiculaire bilatérale, donc importante. Et il est bien sûr azoosperme, testo 4, FSH un peu élevé à 15. Et alors là, on revient à notre leitmotiv donc de l'ASRM, karyotype qui est absolument nécessaire dans ce cas où il y a moins de 5 millions de numérations avec une FSH élevée ou un testicule atrophique. Eh bien, il nous en a pris ici, car le patient a un syndrome de Klinefelter. Alors, question, peut-on lui proposer une biopsie testiculaire alors qu'il n'est pas marié? Alors ça, c'est un problème. En France, enfin à l'étranger, on n'a pas ce problème-là, mais ici, notre loi de bioéthique nous l'interdit en général avant qu'il soit marié. Je ne parle pas du Klinefelter, mais je parle d'une manière générale. Et quelque part, c'est un peu dommage parce que moi, si j'étais ce patient-là et si j'avais un projet de mariage, j'aurais bien voulu savoir quand même ce que je dois dire à ma fiancée, si je puis dire. Dans un couple, il y a quand même aussi une femme
et qui est en attente d'avoir des enfants et qui va probablement aussi assumer une part de sa féminité à travers sa maternité. Bon, donc ça n'est pas possible chez nous, mais il y a quand même des dérogations, et alors il y en a 3 sur lesquelles on ne peut rien, qu'on ne va pas nous refuser. C'est justement le Klinefelter. Les patients qui sont porteurs de délétions, de microdélétions du chromosome Y du type AZF-C, et bien sûr les patients chez lesquels on va faire une préservation de la fertilité avant traitement du cancer, donc chirurgie, chimio ou radio. Donc en gros, les dérogations intéressent les patients qui vont avoir à coup sûr une dégradation de leur spermogramme avec le temps, et même s'ils ne sont pas mariés, eh bien, il faut les opérer. Donc cet homme de 23 ans est tout à fait éligible à une biopsie. Et non seulement il est éligible, mais en fait c'est très souhaitable, puisque dans le Klinefelter, plus on prend les patients jeunes et plus on a de pourcentage de leur trouver des spermatozoïdes. Alors, en finant un peu le dossier, donc vous voyez tout en haut, il a 23 ans, et vous voyez que tout en bas, on s'aperçoit lors de l'interrogatoire, quand on va faire le dossier, que ce patient a déjà eu en 2009 une biopsie négative en Égypte. Alors, est-ce que ça doit nous faire changer ou pas notre façon de faire? Eh bien, là, c'est très important d'avoir le compte-rendu. Si jamais il a eu de la microthésée, je pense que ce n'est pas la peine de le rebiopsier. Fort heureusement, vous le voyez sur le titre de la diapo, il a eu une première biopsie BTC, une biopsie testiculaire conventionnelle, où donc on a juste ouvert, pris un petit fragment et refermé. Et dans ce cas-là, surtout chez un sujet aussi jeune, il est quand même logique d'aller le reprendre, même si le volume testiculaire n'est pas très important. Alors, la microthésée, à la SRM, ils disent que, vous voyez, c'est should be performed, donc ce serait souhaitable que ce soit ça. Ils laissent une certaine part à la biopsie conventionnelle, qui est quand même positive dans un certain nombre de cas, il ne faut pas l'oublier. Mais quand on rentre dans le chapitre Klinefelter, on s'aperçoit qu'en fait, ils poussent un peu vers la microthésée dans cette étiologie, puisqu'ils disent, c'est le deuxième paragraphe en vert avec ce qui est écrit en rouge, si on utilise la microthésée chez ces patients, on risque d'avoir 50 à 60% de biopsies positives. Donc, c'est vraiment un intérêt de cette technique dans cette étiologie précise. Alors, je rappelle que chez le Klinefelter, les testicules sont vraiment très petits. Le volume, en général, il est de 1,5 à 2. Là, on voit déjà que c'est un testicule qui est petit, il est entouré de sa vaginale, mais attention, surprise, quand on ouvre la vaginale, on s'aperçoit que la moitié de ce volume, c'est déjà l'épididyme que vous avez à gauche. Donc, le testicule est encore 2 fois plus petit et c'est vraiment très petit. Alors, si on opère ce patient à l'œil nu, voilà ce qu'on voit. On ne voit rien, on va voir de la pulpe, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut choisir un procédé de magnification qui peut être soit un microscope, soit des loupes x6, que je préfère moi pour mon cas. Et je ne dis pas pourquoi ici, car Neil Shelby va en parler lors de la réunion de la STGO en juin. Mais en gros, voilà ce que je vois avec mes loupes. Là, vous voyez tout en bas, il n'y a pas de tube séminifère, et vous voyez vers le haut des tubes séminifères, mais qui sont un peu défaits et qui ne sont pas jointifs, ils sont séparés par du tissu hyalin, et il faut pister en fait ce que vous voyez à droite qui correspond à des tubes séminifères plus confluents, et vous voyez que ça tranche sur le reste de la pulpe. Mais ça, à l'œil nu, comme vous le voyez sur le petit schéma à gauche, eh bien, ça ne se vaut pas. Il faut vraiment un procédé de magnification. Chez ce jeune homme, vous pouvez voir qu'on a retrouvé 3 paillettes, et donc c'est pas mal. Et là, donc, il part et il revient nous voir quelques années plus tard. Nous ne sommes plus en 2012, nous sommes en 2018. Ce patient s'est marié entre-temps et donc il a eu une ICSI, et vous voyez que le couple repart avec un petit garçon depuis le 8. Deuxième cas, alors, celui-ci est plus sympathique parce qu'il n'a jamais été biopsié. Malheureusement, il a 2 facteurs de mauvais pronostic. D'une part, il a un âge de 41 ans et d'autre part, la testo est basse, 2 nanogrammes par millilitre. Alors, question, faut-il le biopsier? Alors, je dirais au moins oui pour fermer le dossier parce que ce sont des couples qui sont quand même en attente. Mais partant du principe qu'il n'a jamais été biopsié, je pense qu'il faut quand même le faire. Simplement, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut faire de la stimulation ici parce que c'est ultra prouvé que chez les Klinefelter, on doit augmenter la testo, et je cible en général d'arriver à 5 nanogrammes par millilitre au moins. Alors pour cela, on a 3 possibilités, soit le citrate de clomifène, soit la CG, soit les inhibiteurs de l'aromatase. Je ne précise pas ce que je fais parce que ce sera traité également en juin par abazerbezuit, si j'ai bien compris, mais je donne en tout cas les 3 molécules
Et j'ai mis les inhibiteurs de l'aromatase en violet pour ne pas oublier de vous dire qu'en France, les urologues le prescrivent très peu parce qu'ils n'ont pas l'AMM en France pour l'infertilité masculine. Et vous savez que les patients qui ont une testo basse, donc les hypo et les Klinefelter, ont déjà une ostéomalacie parce que la testo a un rôle très important sur le muscle et sur l'os. Et on sait aussi que si on met ces patients sous inhibiteurs de l'aromatase, eh bien, ça va faire chuter des oestrogènes également. Et les oestrogènes ont également un effet important sur l'os. Moyennant quoi, ça augmente la fragilité osseuse de ces patients. Et en France, il y a eu des tassements vertébraux, il y a eu des plaintes pour cela, et c'est pour ça que cette molécule n'est que peu utilisée là-bas. Bon, mais moi, j'utilise des protocoles que je pourrais peut-être détailler en juin, et où je n'utilise jamais la même molécule très longtemps, et donc, en principe, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, vous voyez que j'ai eu une chance inouïe ici. Je vous rappelle que la testo de base était à 2 et quelques. Vous voyez, à droite, on est monté à 4,7 et même on est monté ici à 9. Et c'est rare que les patients Klinefelter répondent à ce point-là, mais tout de même, il y a une très bonne réponse qui est engageante. Et donc, chez ce patient, la biopsie a été faite et à 41 ans, on ne va pas retrouver 3 ou 4 paillettes. Hein. Donc, on lui a retrouvé une paillette et ce patient a eu avec cette paillette une ICSI et le couple est reparti avec un beau gros bébé de 4,4 kg. Ce qui me permet de dire que les Klinefelter, vraiment, il faut être assez agressif, il faut les opérer jeunes, il faut les stimuler. Je pense que c'est une cause où il faut faire de la microthésée. Et je pense également qu'il doit se discuter, notamment lorsque l'épouse a un certain âge ou alors lorsque le patient est également âgé et chez lequel on risque de ne pas trouver énormément de spermatozoïdes, de faire la biopsie en synchrone. Je termine par ce dernier cas parce qu'on est toujours dans petit testicule et ça c'est un cas pour Hanen, si je puis dire. Alors, homme de 38 ans, infertilité primaire de 1 an, retard pubertaire. Malheureusement, il a été mis sous androtardile et on sait que c'est mauvais. Et l'examen montre 2 petits testicules mous de 2 millilitres. Le patient est azoosperme et on pose la question, quel est le premier examen à demander? Est-ce qu'il faut un bilan hormonal ou est-ce qu'il faut un karyotype? Alors, on vient de voir des Klinefelter avec des testicules de 2 millilitres, donc on aurait tendance à dire c'est karyotype. Eh bien non, c'est bilan hormonal. Parce que cliniquement, c'est un petit point de sémiologie, les patients qui ont des Klinefelter ont une fibrose testiculaire importante et donc ils ont des testicules fermes. Et les petits testicules mous, c'est vraiment très, très caractéristique des hypo-hypo. Et en effet, c'est une hypo-hypo, donc vous voyez testo très basse avec FSH et LH également basse. Alors là, il faut faire un deal avec le patient parce que la stimulation est très longue. J'avais sorti ma série il y a quelques années et je me suis aperçu que j'étais exactement au même cut-off que la littérature, c'est-à-dire que le délai médian de reprise d'une spermatogenèse, c'est 13 mois. Donc ça, vraiment, il faut le dire au couple. Moi, pour ma part, un couple sur 2 que je traite a une fenêtre thérapeutique à un moment parce qu'il y a un problème d'observance, c'est le point 2, ou de prise en charge par la CNAM. Et donc, il faut tout refaire naturellement. Il faut bien expliquer aux patients que si on arrête, eh bien, on aura perdu tout ce qu'on a gagné, il faudra tout refaire. Alors, le protocole que j'utilise pour la STIM, c'est FSH 150 x 3 par semaine et ACG 5000 x 2 par semaine. Je demande un premier bilan hormonal à 6 semaines et ensuite je fais un spermogramme tous les 3 mois et je guette la reprise de la spermatogenèse. Il faut dire quand même au couple que si la stimulation est longue, en revanche, et je pense que chez la femme c'est pareil, les résultats sont très bons et dans la littérature, on a quand même 90% de reprise de la spermatogenèse. Donc, il faut vraiment y croire. Et regardez ça comme c'est joli. Alors, en 1, au bout de 6 mois de STIM, on frôle le syndrome dépressif, absence de spermatozoïdes, à l'examen direct et à la centrifugation. En 2, tout à coup, 4 spermatozoïdes immobiles et après centrifugation. En 3, 1 spermatozoïde immobile et 5 spermatozoïdes. Et en 4, on monte à 3 millions 4,45 avec une certaine mobilité. Et là, donc, on dit que on est en train de gagner l'affaire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut staffer le dossier avec les biologistes. En gros, il faut leur demander si, avec ce spermogramme-là, on peut avoir une bonne congélation et notamment, les biologistes font toujours attention à avoir une bonne mobilité. Lorsque les biologistes nous disent que c'est bon, on demande aux patients les sérologies virales et la spermoculture et si c'est bon, on l'envoie pour faire des congélations et on essaye de faire un certain nombre de congélations pour avoir le maximum de paillettes. Et vous voyez qu'ici, chez ce patient, nous avons pu avoir 11 paillettes.
Alors ensuite, il y a deux cas bien distincts. Premier cas, le couple est un jeune couple. Alors là, on peut poursuivre la stimulation. L'idée, c'est que dans la littérature, la reprise de la spermatogenèse se fait à un point tel que l'on peut avoir même des grossesses spontanées. Et donc, si le couple dit « moi, je ne veux pas de PMA », eh bien, et qu'il n'y a pas de problème de prise en charge pour la stime, et il faut continuer la stime jusqu'à avoir éventuellement une grossesse. En revanche, si le couple est âgé ou si la patiente n'est pas âgée mais qu'elle a une réserve ovarienne compromise, je pense qu'il faut aller vers l'ICSI. Et moi, ce que je propose, on a 11 paillettes, je vous le rappelle, c'est de faire quand même un test de qualité sur ces paillettes. Alors ça, c'est un protocole qui a été mis en place par l'équipe andrologique de Jean-Marc Rigaud à Lille. Donc, il décongèle une paillette et il étudie la mobilité. Et si c'est bon, ça conduit à arrêter la stime, qui est encore une fois coûteuse, et le patient peut reprendre tranquillement sa testo exogène et il va passer, bien sûr, en ICSI. Et vous voyez ici, on va dégeler une paillette et le patient a eu une ICSI. Et d'ailleurs, ce couple a la chance de repartir avec des jumeaux. J'ai une question qui m'a été forwardée par la coordinatrice de Fertilia, de notre collègue Dr Jamel Keskes, qui nous pose la question de savoir à partir de quelle valeur basse de FSH faut-il tenter un traitement par HMG ou ACG. Et c'est une très bonne question puisque ça correspond au point 44 de la SRM et ils disent qu'on est tout à fait autorisé à utiliser de la FSH pour améliorer la concentration du sperme. Alors, il y a deux cas en fait. Pour ce qui est de l'activité FSH, pour ce qui est de l'hypo-hypo, je viens de m'en expliquer. Pour ce qui est de la FSH seule, lorsqu'elle est basse, moi, mon cut-off, c'est tout simplement la normale de la FSH. Je pense que si la FSH est basse, même si la testo est haute, la spermatogenèse a un coup de frein et donc il faut la remonter. Il y a un autre cas où je donne de la FSH. Vous vous rappelez tout à l'heure le deuxième patient Klinefelter qui avait une testo bien stimulée à 9. Il faut se rappeler que si on continue la stime chez ce patient, la testo va monter à 10, 11, 12, 13 et à partir de 10, il va s'installer un rétrofeedback négatif et donc on va avoir une chute de la testo. Et donc c'est dans ces cas-là, sans attendre que la FSH ne soit trop basse, que je redonne des petites quantités de FSH pour maintenir un taux de FSH convenable à une spermatogenèse. Pour ce qui est de l'activité LH, je stimule dès que le patient a une testo inférieure à la normale, tout simplement, qu'il soit azo ou pas. Si le patient n'est pas azo, je pense que peut-être la testo basse est la cause de son OAT, donc je vais essayer de le stimuler. Et en revanche, s'il est azoosperme, je trouve qu'il est logique de le stimuler avant de le biopsier. C'est surtout mis en évidence et absolument indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les Klinefelter. Mais même chez les patients qui ne sont pas Klinefelter, je pense qu'il est logique de les stimuler. La preuve, c'est que les patients qui nous viennent avec une biopsie négative et qu'on va reprendre, eh bien, très souvent, on leur dit on va vous donner une stime avant de vous reprendre. Alors, si on doit leur donner une stime, autant l'avoir fait de prime abord. Et j'ai terminé mes petits cas de petits testicules sur ces trois cas, deux de Klinefelter et un d'hypo-hypo. Et j'imagine qu'il y a peut-être une ou des questions. Il y a des questions. Il y a Rahma Ghalamoun qui faut-il faire une biopsie testiculaire dans le cadre diagnostique ou thérapeutique? Dans quel cas? La grosse question philosophique de tous les jours, non? Peut-être, elle dit devant une azospermie, est-ce qu'il faut faire une biopsie diagnostique? Bon, je n'ai pas parlé de ce point pour ne pas, encore une fois, couper l'herbe sous le pied de... Je crois que c'est Neil Shelby qui va traiter cette question le 6 juin. Mais en fait, en revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est dans les suggestions de l'ASRM, il n'y a pas de place pour les biopsies diagnostiques et notamment, sauf à titre exceptionnel, on ne doit pas faire une biopsie pour faire le distinguo entre obstacle ou pas d'obstacle. Donc, toute biopsie se discute obligatoirement dans un centre de PMA où, en même temps, on va aller faire le diagnostic et bien sûr, si on trouve des spermatozoïdes, on va les congeler. Le problème, et ça c'est très très mal accepté par les patients, s'ils arrivent avec une biopsie diagnostique faite ailleurs et qui est positive, ils s'attendent bien sûr à ce que la deuxième biopsie soit positive aussi. Or, si ça se trouve, le premier biopsieur, si je puis dire, a prélevé la seule zone fonctionnelle et donc on n'en trouvera pas. Et d'autre part, il y a des patients qui, au fil du temps, continuent de léser leur spermatogénèse et donc la deuxième biopsie sera négative. Et surtout, la première biopsie a pu entraîner des problèmes vasculaires
qui vont rendre plus difficile une deuxième biopsie qui serait négative. Donc vraiment, il faut y aller dès le premier coup dans les bonnes conditions. Il y a Dr Ahlila qui demande à partir de quel âge on refuse la prise en charge pour les Klinefelter. Donc, à partir de quel âge il y a plus de chances de retrouver des spermatos chez les Klinefelter? Alors, jusqu'à ce patient-là, moi, à partir de 40 ans, je l'ai récusé compte tenu de mon mauvais résultat chez les patients de 40 ans. C'est justement avec ce patient-là que j'ai présenté, et c'est pour ça que je l'ai présenté, que maintenant je ne les récuse plus. J'ai un patient qui a, je crois, 43 ou 44 ans, à qui j'ai retrouvé des spermatozoïdes, mais malheureusement, on n'a pas pu faire la biopsie en synchrone. Et lors de la décongélation, la mobilité est mauvaise et l'ICSI n'a pas marché, donc on aurait dû le faire en synchrone. Mais maintenant, dans la littérature, il n'y a pas de cut-off. Mais je veux dire, le fait que le patient ait 40 ou 41 ou 42 ne doit pas faire contre-indiquer la biopsie. Bon, j'avoue que là, j'ai contre-indiqué un patient qui est venu me voir la semaine dernière pour un Klinefelter à 55 ans. Là, très sincèrement, je crois qu'on ne trouvera pas. Donc, je pense que c'est honnête de lui dire qu'on ne trouvera pas. Et à notre avis, Nazar Al-Haloui, doit-on traiter si testostérone basse et sperme normal? J'ai envie de dire pourquoi aller demander une testo si le sperme est normal. Voilà, normalement, la testo, pour moi, je la demande si je pense que si mon spermogramme est mauvais et que je pense que cette OAT est secondaire à un déficit hormonal, ou alors je la demande si jamais mon patient a une atrophie testiculaire plus ou moins marquée. Mais en principe, rien qu'à l'examen clinique, quelqu'un qui aurait par exemple une testicule de taille normale, a priori, n'a pas de déficit hormonal. Et donc, s'il a un sperme normal, effectivement, je ne lui demande pas. Amine, on reste sur le syndrome de Klinefelter. Il y a Dr Ziwa qui demande comment gérer la biopsie testiculaire chez un adolescent qui a un syndrome de Klinefelter. Alors, les 2 fois où je l'ai fait, c'était chez cet homme de 23 ans qui n'est pas encore adolescent, mais qui n'est quand même pas marié. Et chez un autre, en général, il y a un consensus qui a été fait au niveau de la SAF, la Société d'andrologie de langue française. En général, on ne fait pas de biopsie avant 18 ans. On considère que la spermatogenèse n'est pas encore suffisamment évoluée. À partir de 18 ans, on commence à le discuter, mais ça pose un problème éthique. Mais ce problème éthique, pour moi, est tout à fait réglable, acceptable, parce qu'il y a des publications, et notamment il y a des publications de Schlegel, qui montrent que chez ces patients jeunes, on a jusqu'à 70% de positivité. Donc devant ça, moi je crois qu'il ne faut pas reculer. En revanche, malheureusement, j'ai trouvé un jour un syndrome de Klinefelter chez un jeune adulte, parce que les Klinefelter, voilà leur problème. Ils ont une puberté. Ce n'est pas comme les hypo qui sont longtemps sous androtardine. Mais la puberté, elle est partielle. Donc en général, quand ils consultent, c'est vers 17-18 ans, quand du fait de cette puberté incomplète, ils commencent à avoir soit des troubles de l'érection, soit ils constatent que leurs testicules ne sont pas de taille suffisante. Et donc, le diagnostic chez les Klinefelter peut être fait à cet âge. Et moi, une fois à 18 ans, ce sont les parents qui ont refusé. Alors, je n'ai peut-être pas expliqué les choses convenablement, mais je crois qu'il faut essayer de les convaincre qu'à partir de 20 ans, disons, une biopsie est souhaitable compte tenu que plus on avance en âge, plus le pourcentage de positivité est faible. Comment seront les garçons des microdélétions AZF-C? Alors, les AZF-C, d'abord, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais on peut passer à côté. Ils ne sont pas tous azospermes. Et donc, quand on regarde dans la littérature, on s'aperçoit que le patient qui a le meilleur spermogramme AZF-C, il a 8 millions. Mais c'est très rare. Et c'est pour ça que dans les recommandations de la SRM, on demande un karyotype et des microdèles avant 5 millions. Mais ces patients donc, peuvent tout à fait avoir eu une ICSI avec 5 ou 6 millions sans avoir eu de test génétique et quand même avoir un résultat positif. C'est une anomalie qui peut se transmettre, mais moi je pense qu'il n'y a pas de problème autre que la délétion. Ce n'est pas comme dans d'autres pathologies où quand on transmet quelque chose, on transmet une maladie avec, comme par exemple la mucoviscidose. Et avec le progrès de la PMA, moi ça ne me pose pas de problème éthique
qu'un homme qui a une AZFC est un enfant qui lui-même a une AZFC. Parce qu'au contraire, je saurais que la malformation sera là et ça me permettra très rapidement de lui mettre du sperme en banque et de prendre toutes les précautions pour qu'il n'arrive pas jusqu'à la zoospermie. Il y a une remarque là de Menel Nezel qui dit que la testostérone doit être validée sur 2 prélèvements et à vérifier si maladie aiguë avant prélèvement. Voilà, alors c'est un point que je n'ai pas précisé. Normalement, quand le cutoff pour la testo, c'est 3. Et en général, dans les sociétés savantes, on nous dit qu'entre 2,5 et 3, il faut refaire le dosage de la testo. Bon, donc en théorie, c'est ce qu'il faut faire. Mais le point le plus important, c'est que du fait du cycle nictéméral de la testo, il faut surtout vérifier que le patient se soit bien fait prélever avant 9 heures. Parce qu'à partir de 9h30, 10h, il y a un cycle nictéméral de la testo qui s'installe et la testo chute chez tout le monde, donc à partir de 10h du matin. Ce qui fait qu'une testo basse prélevée à midi, eh bien, on ne sait pas si c'est une hypotesto ou si c'est simplement le fait que la testo a été prélevée à un moment où physiologiquement, elle est à son plus bas taux. Ce qui explique la forme des hommes le matin, c'est ça? Très bien compris. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais essayer Je remercie tous les participants. Je remercie Amine pour cette brillante présentation. Voilà, merci. Voilà. Bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.